L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, on va accrocher nos ceintures pour embarquer avec le champion de France des rallyes et mélanger l'art et la science pour découvrir des créations surprenantes. Et pour parler de ces sujets, je reçois Yann Nguema, un artiste multimédia. Bonjour. Bonjour. Programmateur, graphiste, musicien. Vous travaillez avec l'atelier Art et Sciences de Grenoble. À côté de vous, Cécile Guignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée des relations avec le public à l'Hexagone. C'est la salle de spectacle de Mélan qui pilote cet atelier Art et Sciences dont on va parler dans quelques minutes. Et puis, troisième invité de cette émission, on a Yann et on a Johan. Johan Bonato, bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote, double champion de France de rallye. Johan, vous venez également d'inscrire votre nom il y a quelques jours à l'une des épreuves les plus réputées au niveau international, le rallye de Monte-Carlo. Oui, c'est ça. On a participé ce week-end à cette épreuve-là au championnat du monde. C'est pour nous notre première victoire en championnat du monde. Ça a été un moment magique et unique qu'on aimerait bien revivre un petit peu plus souvent. J'ai une petite photo de votre arrivée triomphale. C'est quoi comme voiture ? C'est donc une Citroën C3 R5. C'est le nouveau modèle qui est arrivé l'année dernière, qu'on a fait débuter au Tour de Corse, avec laquelle on a terminé deuxième du Tour de Corse pour sa première sortie, et avec laquelle on était champion de France cette année également. Alors les spécialistes vont dire oui, mais c'est Sébastien Ogier qui a gagné le Monte-Carlo. Mais il y a plusieurs catégories. Oui, c'est bien Sébastien Ogier qui a gagné le Monte-Carlo. C'est tout à fait vrai. Nous, on termine au général 8e et on termine premier de notre catégorie. Donc pour nous, on marque nos premiers points en championnat du monde, toutes catégories confondues. Et on gagne notre première épreuve dans notre catégorie, donc c'était un moment sympa. Alors vous avez quand même connu quelques frayeurs lors de ce rallye. Regardez sur cette image, alors il faut être attentif, ça c'est la voiture de Johan, et qu'est-ce qui se passe Johan ? Ben voilà, on perd une roue. c'est pas vraiment perdre une roue, on a malheureusement crevé dans un virage et il me restait 7 km à parcourir, donc j'ai décidé de rouler le pneu à plat pour ne pas changer la roue en spécial et perdre le moins de temps possible. Donc c'est pour ça, après, le pneu a déchappé et on a fini sur la jante. C'est-à-dire que le chrono continue à tourner Exactement, le chrono continue à tourner. Il faut juste trouver la meilleure solution pour perdre le moins de temps possible dans ces cas-là. Et en décidant de ne pas crever, de ne pas changer la roue, pardon. On a perdu seulement 1 minute 30 contre environ 2 minutes si on avait dû changer la roue. Bon, c'était un bon choix finalement. C'était un bon choix avec le risque de tout casser parce que rouler crevé, c'est quand même pas bien marrant. Ouais, j'imagine que la voiture n'était pas forcément dans un très bon état. Ouais, la jante était morte pour être simple. Alors, cette victoire, cette première victoire dans un rallye international, vous l'avez bien méritée parce que vous l'avez préparée d'arrache-pied. Voilà la dernière vidéo publiée quelques jours avant le départ pour le rallye de Monte-Carlo. Bon, allez, yo, c'est la mienne, qu'est-ce que tu bois? Un sirop de menthe, s'il te plaît. Oh, yo, non, mais tu vas pas boire ça. Amandine, passe-la moi. Bon, vous avez l'air sceptique devant la boisson officielle des Deux Alpes. Ouais, la Vipérine, ça donne pas envie. C'est pourtant très bon pour ceux qui en boivent et à leur dire, mais je veux seulement les croire et non pas forcément y goûter. Ça donne pas tellement envie, non. Bon, on l'a compris. Vous tournez plutôt au jus de menthe. On souffle dans le ballon dans des épreuves comme ça de oui, rallye. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. De toute façon, on emprunte des secteurs de route ouvertes qui sont soumis aux réglementations classiques et donc on doit être à jeun, on doit avoir la ceinture. On n'a pas le droit de faire d'excès de vitesse. Et après, quand on arrive dans les épreuves chronométrées, là, la route est fermée. On doit toujours être à jeun, mais par contre, on peut rouler à bloc. Oui, forcément. L'ambition de monter d'un cran, de jouer avec les Sébastien Ogier ou Sébastien Loeb dans la catégorie élite de ces rallyes internationaux, ça fait partie de votre plan de carrière ? Ouais, ça fait envie, forcément. On a envie d'essayer, on a envie de se mesurer. Après, c'est pas toujours évident de trouver les solutions pour pouvoir participer à ces courses-là en WRC. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est déjà très sympa et on a beaucoup de chance de pouvoir le faire. Maintenant, si on a l'occasion à un moment de pouvoir faire une épreuve en WRC, ce serait pour nous une belle expérience et un moyen de s'exprimer encore à un niveau supérieur. C'est une question de budget essentiellement ? Principalement, mais pas que. Il faut qu'il y ait la disponibilité des voitures également. Aujourd'hui, le WRC, c'est peu de voitures par constructeur, donc il y a peu de place pour les pilotes. Donc voilà, il y a les opportunités, il faut les moyens, et il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Bon, alors vous commencez à avoir
un CV intéressant pour les constructeurs. Ça fait une quinzaine d'années que vous faites du sport automobile et vous avez remporté le championnat de France des rallyes sur route, sur asphalte, en 2017 et en 2018. Ça vous permet peut-être de prétendre à ce genre de volant. Ouais, c'est toujours bien de toute façon avoir des bons résultats et ça permet de discuter un petit peu mieux avec les constructeurs et ça permet d'avancer dans notre progression. Après, voilà, comme je disais, c'est pas simple. Il n'y a pas que le côté sportif, malheureusement. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place autour. Et bon, c'est un travail global et qui n'est pas forcément lié qu'au résultat. Alors là, on voit l'une de vos victoires de la saison au rallye du Mont Blanc. Vous êtes à quelle vitesse quelle pointe de vitesse sur les routes de montagne? Ça va pas très vite. Nos voitures, elles sont limitées entre guillemets à plus ou moins 200 km/h. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'on est sur des routes bien souvent départementales, voire souvent communales. Et voilà, ça fait des vitesses qui sont élevées par rapport au type de terrain que l'on rencontre. Il n'y a jamais de ligne droite, très peu, et malgré tout, on arrive quand même à avoir des vitesses élevées. Oui, on le voit sur ces images, il n'y a pas de rail de sécurité. Si vous sortez de la route, c'est souvent le trou. Le trou et l'accident qui peut être grave. On y pense quand on conduit à ces vitesses sur ces petites routes, à l'accident? Ouais, on y pense quand même, parce que sinon on ferait plus souvent des erreurs. Le fait de ne pas avoir envie de sortir de la route, ça permet de garder une petite marge. Mais de temps en temps, ça peut arriver et ça fait partie du jeu aussi. Quand on prend des risques et qu'on essaye de franchir un petit peu la limite, parfois ça va un petit peu trop loin. Ça vous est déjà arrivé d'avoir ça fait un un gros moment crash? que ça ne nous est pas arrivé. J'espère qu'il arrivera de nous le plus tard possible, mais j'en ai déjà eu par le passé quelques-uns qui étaient pas mal. Ouais. Alors, en dehors des épreuves officielles sur ce genre de route comme les autres, la vitesse est limitée. Donc, j'imagine que vous ne pouvez pas vous entraîner en conditions classiques de compétition. Comment vous faites le reste de l'année? C'est la difficulté de notre épreuve et de notre activité, c'est qu'on a du mal à s'entraîner. On est obligé de participer à des séances d'essai organisées qui ont un coût très élevé. Donc, on en fait un minimum juste dans la préparation de la course à laquelle on va faire. Après, il faut être bon le jour J et sur le moment, il y a peu de préparation avant. Il n'y a pas de simulateur comme dans certains sports? Les simulateurs en rallye, ça marche encore moyennement d'un point de vue performance de pilotage. Par contre, ça permet de garder un petit rythme. Après, nous, on utilise moins que les pistards en circuit qui, eux, ont vraiment une représentation des circuits qui est strictement identique. Nous, en rallye, c'est beaucoup plus d'improvisation et c'est un petit peu difficile de représenter exactement ça. Bon, là, on vous voit vous tester un simulateur. C'est plus pour le fun, on va dire, que pour vraiment... Ouais, j'ai pas l'air bien concentré là dans ce qu'on fait, mais oui, c'est plus pour le fun. Et puis, ça permet surtout aux gens qui n'ont pas l'occasion de faire cette discipline de pouvoir mettre un petit pied dedans en découvrant quelques sensations proches de celles qu'on peut vivre nous. Alors vous dites « nous » depuis le début, même si vous êtes le pilote, c'est un travail d'équipe, le rallye. Il y a à côté de vous un copilote, ça se conduit presque à deux. Regardez ce que ça donne. Et droite à fond, ferme 130, plus à fond, sur gauchy, sur droiti. Et droite 140 plus, pas corps de frein, pour gauche 130 plus, petite corps de frein. Pour 40 mètres, gauche 70. Gauche 70, 50 mètres. Droite 130, plus, petite corde, il est à fond, et gauche 140 moins, bref, léger humide, il est à fond. Sur droite à fond, corde pour 80 pièges, frein avant, ciel pour 40 mètres, gauche 120, pas corde. Droite 120, pas corde. Bon, je crois qu'Yann et Cécile, vous êtes comme moi, on n'a pas tout compris. Moi, j'ai pas tout compris non plus. Pourtant, c'est à vous qui parle. Hein. Non, c'est un langage, effectivement, avec Benjamin, on a instauré un langage qui nous permet de matérialiser les virages qui vont arriver. En fait, en rallye, on a très peu de reconnaissance, on est limité à 2 passages seulement. Donc, on ne peut pas apprendre la route par cœur, on est obligé d'avoir des notes qui nous représentent le virage qui va arriver. Nous, on a décidé de fonctionner en angle géométrique. Donc, en fait, toutes les indications que peut me donner Benjamin sont des angles géométriques de virage, des distances, des points de freinage. Les cordes, les pas cordes, c'est les endroits où on peut couper les virages, où on ne peut pas les couper bien souvent dans l'herbe ou dans les talus. Donc voilà, c'est tous des petits codes qu'on a entre nous et qui fonctionnent bien entre nous, mais qui sont très personnels et qui ne fonctionneraient pas avec d'autres équipages qui, eux, ont leur propre code interne. Alors Benjamin Boulouz, c'est votre copilote. Si la complicité fonctionne, c'est que vous vous connaissez depuis très longtemps. Je crois que vous étiez même au sport-études de Villard-de-Lans, tous les deux. Exactement, on était à Villars ensemble au ski-études. On a fait toute notre carrière de skieur ensemble, l'un contre l'autre. On était dans la chambre à l'internat ensemble. On a toujours été très potes depuis tout petit. Et puis voilà, on a décidé de se lancer ensemble dans cette aventure.
On fait une carrière qu'on n'aurait probablement jamais faite en ski. Donc, c'est un choix, je pense qu'on a bien fait de prendre. Et c'est une aventure humaine qui est très sympa. On est deux bons potes et on se connaît depuis vraiment longtemps, donc c'est sympa. Bon, vous avez été vice-champion de France quand même en ski, dans les catégories Benjamin, je crois. Hein. Quand j'étais petit. Ouais, donc il y avait quand même du potentiel. Petit, ouais, mais bon, c'était les coques d'or. C'était seulement la manche de géant, c'était pas le coq d'or au général. Donc c'était un moment sympa, mais on est quand même loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Le copilote, c'est important, les consignes qu'il vous donne. S'il se trompe, vous allez dans le mur Ouais, ça nous est déjà arrivé. C'est arrivé à beaucoup d'équipages, comme à Sébastien Loeb également. Donc voilà, c'est un équipage qui fonctionne à 50-50. L'un sans l'autre ne marche pas. Donc il faut avoir 100% confiance et il faut être bien précis, bien pertinent dans l'énoncé de ses notes. Bon, alors donc, il faut donc avoir un copilote qui a la tête sur les épaules. La tête dans le cahier de notes surtout. Et la tête dans le cahier de notes. C'est le cas de Benjamin Boulot. On peut compter sur lui, il est fiable. C'est lui là qu'on voit sur ces images. Il n'a pas l'air très sérieux, le garçon. Ouais, alors ça, c'est toutes les petites scènes de films de présentation de courses qu'on fait. Là, il est en train de préparer. Enfin, on lui prépare la voiture. Non, mais il est très sérieux et bon, c'est sûr que là, ça paraît un peu déluré, mais c'est pas forcément le cas. Il se présente rarement comme ça en course. Hein. Oh, ça pourrait attirer les médias, en tout cas. Ouais, ça a bien plu en tout cas aux médias, toutes ces petites choses-là. Voilà, ça, on peut retrouver ça sur Internet. On va dire que c'est les coulisses, version humoristique de la saison de Johan Bonato et de Benjamin Boulou. Le ski, vous ne l'avez pas complètement raccroché, lui et vous d'ailleurs, tous les deux, hein, vous êtes moniteurs de ski. Ouais, tous les deux, on est moniteurs de ski, on est toujours inscrits à l'ESF en tant que moniteur. Après, c'est vrai qu'on a peu de temps pour travailler aujourd'hui, on est quand même bien pris par notre activité, mais ça quand même une activité qu'on fait depuis tout petit, qui est ancrée en nous et qui nous plaît. Donc voilà, quand on a un petit peu d'occasion et quand le temps s'y prête, on se présente à l'ESF. Alors, on vous voit faire des courbes sur le glacier des Deux Alpes. On peut donc s'offrir un cours avec le champion de France de rallye aux Deux Alpes. Oui, c'est possible. Il faut trouver les bonnes dates parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement, c'est possible. Bon, il y a des points communs entre la glisse et le pilotage quand même. Oui, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. D'ailleurs, il y a beaucoup de skieurs qui sont très bons pilotes. On n'est pas les premiers à avoir changé de discipline. Je pense notamment à Luc Alphand ou d'autres avant. C'est des similitudes qui sont dans l'engagement, la prise de risque, la notion de vitesse, les trajectoires. Il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. Bon, la semaine dernière, on avait à votre place un jeune pilote isérois, Aurélien Panis, qui brille en ce moment sur les courses sur glace. Il était sur le trophée Andros. Là, on le voit en voiture jaune à Lens-en-Vercors il y a quelques jours. Ça vous a jamais tenté justement de marier votre art du pilotage et puis la glisse sur neige? Si, c'est un petit peu ce qu'on a fait au Monte-Carlo ce week-end, avec des conditions bien glaces. Mais ça, c'est encore une discipline qui est différente. Ça s'apparente à la fois au circuit avec un mélange de rallye, puisqu'il y a beaucoup de glisse, beaucoup de dérives. Aujourd'hui, clairement, on n'a pas le temps de tout faire, mais c'est une discipline qui est très attrayante et qui a l'air d'être vraiment sympa à faire. Yann, vous êtes un bon pilote Absolument pas. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une C3. C'est une Citroën. C'est il y avait la R5, mais à nos époques, la R16, la R17, etc. Chez Citroën, c'est d'autres types de voitures. Alors, il y a quand même un point commun entre le sport automobile et ce que vous faites, c'est que l'apport des scientifiques dans les deux disciplines est primordial. Hein. En sport auto, les ingénieurs font partie, on va dire, de la discipline et de la réussite. Et pour certains artistes, la science peut également apporter des perspectives de création intéressantes. Cécile, c'est le cas de l'atelier Arts et Sciences qui est basé au CEA à Grenoble, qui existe depuis 12 ans et qui marie justement ces deux univers qui, sur le papier, n'ont pas forcément des points communs. Oui, c'était l'idée de rassembler à la fois des artistes et des scientifiques sur des projets communs, innovants, pouvant être mis en public à un moment donné à l'Hexagone. Alors, cet atelier Arts et Sciences, il est piloté par l'Hexagone de Mélan, mais il est installé sur la presqu'île scientifique au CEA. Concrètement, qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ça fait bientôt 12 ans donc, que l'atelier Arts Sciences est ouvert. Et en 12 ans, on a accueilli 48 résidences d'artistes et de scientifiques. Alors je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais l'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles les technologies qui sont dans les laboratoires du CEA aux artistes pour qu'ils puissent s'en emparer. Et pouvoir, comme ça, avec la recherche et les scientifiques, avancer sur leurs projets artistiques. Ça a donné lieu à la fois à des expositions, à la fois à des spectacles. Ça varie un peu en fonction des artistes qui travaillent avec nous.
On a eu des recherches plus du domaine de l'électronique. Là, on voit les images effectivement sur le gant, qui a été développé par l'artiste beatboxer Ezra. Mais il y a aussi des projets qui sont d'un autre ordre. Je pense notamment au tout premier projet qu'on avait fait avec Annabelle Bonnery, qui travaillait sur les capteurs de mouvement, au tout début des capteurs de mouvement en 2007. Et puis plus récemment, on travaille là sur une économie d'énergie avec un spectacle qui devrait faire moins de 1 kilowatt avec Ezra toujours. Alors ça donne souvent des résultats surprenants, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ce sont quelques images d'un spectacle d'Adrien Mondeau qui a été monté il y a quelques années avec cet atelier. La connexion entre les artistes et les scientifiques, comment elle se fait? Qui les met en relation Alors bon, nous, en tant que scène nationale Art et Sciences, on a un contact régulier avec les artistes d'ampleur nationale, internationale, donc on connaît effectivement beaucoup de monde. Les artistes viennent vers nous pour nous dire nous, on a envie de régler tel type de projet. C'est comme ça que ça s'est fait, par exemple, pour le gant d'Ezra. Il voulait pouvoir piloter à la fois le son, la lumière, la vidéo. Tout avec son gant. Avec quelque chose qui soit différent de son téléphone portable qu'il utilisait jusqu'alors sur scène. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée d'un gant. Donc c'est souvent la demande des artistes, mais ça peut aussi être parfois un laboratoire du CEA qui dit nous, on a une technologie, on aimerait bien pouvoir la tester avec des artistes pour qu'ils voient quel type d'usage ça pourrait donner de manière un petit peu innovante, parce qu'on n'imagine pas toujours comment est-ce que ça peut être utilisé. Donc c'est un peu des deux côtés, les choses se font croiser. Alors vous accueillez des artistes qui viennent d'un petit peu partout en France. Yann, à la base, vous êtes musicien, vous avez fondé le groupe Ézéchiel il y a bientôt un quart de siècle. Quasiment, j'ai pas fait le calcul, je dis 23 ans, mais ça se trouve, c'est... Ouais, on n'est pas loin, on est dans cet ordre de grandeur là. Ézéchiel, d'ailleurs, c'est un groupe qui produit une musique difficile à mettre dans les cases habituelles. Oui, il n'y a pas trop de style, on a beaucoup changé en 25 ans. Faut juste... le point commun, c'est que c'est de la musique très atmosphérique, instrumentale, et qui sert souvent aussi de support à de la projection d'images sur scène. Alors, toute l'iconographie, le visuel est très important dans la construction de ce groupe. Vous connaissez bien cet atelier Art et Sciences, puisque vous y avez participé sur différents projets depuis à peu près une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Déjà, je pense qu'il y a une dizaine d'années, on avait été approché par l'atelier Art Sciences pour, à l'époque, comme ce qu'ils font maintenant, mais c'était les tout débuts, ils organisaient des résidences pour leur biennale. Donc, ils accueillaient des artistes et leur proposaient de travailler avec l'aide de chercheurs. Et donc, on a eu la chance de participer en tant que groupe de musique, parce qu'avant nous, c'était pas des groupes de musique, mais là, en tant que groupe de musique, à côtoyer des chercheurs. On avait mis en place, la toute première expérience, c'était un ballon interactif. On donnait un ballon transparent au public quand on était sur scène, et le public, à chaque fois qu'il tapait dans le ballon, jouait des notes de musique. Il y avait un son. Et déjà, le ballon était totalement transparent parce que le capteur était minuscule, il était dans la valve du ballon. Mais dans le contexte d'un concert, le mouvement, l'obscurité, on ne voyait absolument pas la technologie. Et ce ballon, on a entendu parler, on en entend encore parler maintenant, a fait beaucoup marquer les gens dans le cadre de la tournée. Après, il y a eu une collaboration sur l'écriture d'une exposition un peu plus conséquente qui s'appelait Les Mécaniques Poétiques, qui a tourné une dizaine d'années. Et encore aujourd'hui, je suis à Grenoble parce qu'il y a un projet pour l'année prochaine qui est en écriture. Là, on voit quelques images justement de ces mécaniques poétiques. C'était des machines fait maison, on va dire. C'était des machines qui ont été imaginées à la suite d'un album qui s'appelle Naphtaline, qui est un album de berceuse. Et pour mettre en scène cet album, pour le présenter au public, au lieu de passer par le biais de concerts, on l'a fait par le cadre d'une exposition. Donc chaque morceau de musique était incarné par une machine différente. Donc avec une esthétique très ancienne, puisque l'album s'appelle Naphtaline. Et du coup, là, on voit la cage qui a été... faite en collaboration avec les chercheurs du CEA. C'était une cage harpe, on touchait les barreaux et on pouvait jouer des notes de musique avec les barreaux. Et il y a eu une dizaine de machines qui ont été créées.
Voilà, ça avait été exposé à la Casemate à Grenoble avant de faire le Tour de France pendant plusieurs années, cette expo. Le dialogue avec les scientifiques, ces deux univers quand même assez différents, ça fonctionne tout de suite ou il a fallu s'appréhender? Il y a les deux cas de figure, hein, c'est comme dans toute relation humaine. Il y a des gens, qu'ils soient scientifiques ou pas, il y a quelque chose d'humain qui passe tout de suite, avec qui les choses sont très faciles. Et il y en a d'autres, ça passe pas, ou c'est le minimum, c'est de la politesse, voilà, on travaille ensemble. Et il y en a avec qui je suis toujours ami, que je vois régulièrement à chaque fois que je viens à Grenoble. C'est vraiment de l'ordre des relations humaines. Mais effectivement, il y a une différence de discours, surtout que les chercheurs du CEA sont très pointus. C'est des gens qui ont un tel niveau, au final, qu'ils ne sont pas là pour vulgariser leur activité. Donc, c'est vraiment aux artistes de faire l'effort aussi de comprendre. Mais c'est vrai que la première journée que j'ai passée au CEA, je n'ai rien compris. Parce que les gens de mon âge ou plus jeunes me parlaient dans un langage que je maîtrisais absolument pas. Donc, il faut arriver à suivre, comprendre, se renseigner. Et il faut que les deux, en fait, arrivent à aller l'un vers l'autre. C'est comme le discours du copilote. On ne comprend pas tout de suite. Et puis après, j'imagine qu'on s'y met petit à petit. Votre dernière création avec l'atelier Arts et Sciences de Grenoble, on va en voir quelques images. Ça s'appelle Anatomie. Ça consiste en quoi ? C'est un projet, j'ai beaucoup fait de mapping dernièrement. Du mapping, c'est de la projection sur, en général, de l'architecture, des bâtiments, mais au final, ça peut être une fleur, une voiture. C'est dès lors qu'on projette une image sur un écran bien spécifique. L'image est créée pour résonner avec le support de projection. Et au final, cette installation, j'ai fait graver dans des blocs de verre un masque en 3D, au laser. Et à l'arrière de ces blocs de verre, il y a un écran avec ce masque en mouvement. Donc quand on est en face, on a la superposition d'un nuage de points gravés dans le verre en 3D et d'un mouvement qui est à l'arrière. C'était une exposition sur l'intelligence artificielle et c'est un clin d'œil au manga Ghost in the Shell. Et au final, le masque de geisha est dans le dessin animé, dans le manga, et en plongeant la main devant le verre, le masque s'ouvre et on a alors accès, c'est compliqué, à un écorché numérique. Donc, qui a été créé avec une base de données médicale où il y a tous les organes du corps en 3D qu'on peut déplacer et aller jusqu'au cerveau avec la main. C'est vraiment le spectateur qui interagit sur l'œuvre d'art. Ça fait partie de ces nouveaux champs de création qui s'ouvrent avec le développement des technologies. Ça fait des œuvres un peu hors format qui sont, pour certains, de l'art contemporain, pour d'autres, des installations interactives. C'est vrai que c'est difficile. C'est plus des tableaux, c'est plus des sculptures, c'est plus des peintures, c'est plus... Voilà, c'est un peu inclassable. Il va falloir trouver de nouvelles catégories dans l'avenir. Cécile, c'est le genre d'œuvre qu'on va pouvoir voir ce mercredi parce que l'atelier ouvre ses portes au public. Alors, l'atelier Arts Sciences ouvre ses portes au public effectivement mercredi à horaire précise. 11h30, 12h30, 13h30. Voilà, 11h30, 12h30, 13h30. Ils sont précis, les scientifiques. Et c'est sur réservation parce qu'on ne peut pas accueillir un très grand nombre de personnes. Il faut réserver auprès de l'Hexagone. L'idée, ce moment-là, c'est d'ouvrir les portes pour expliquer quelle est la démarche, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre depuis toutes ces années avec les artistes et les scientifiques. Et puis, c'est aussi l'idée de rencontrer les artistes eux-mêmes qui présentent les projets en cours. Donc, seront avec nous demain Pauline de Chalandard, Rossio Béranguet et puis le collectif Toast, qui sont trois équipes artistiques qui travaillent à l'atelier Arts Sciences en ce moment en résidence. Et puis il y aura le salon expérimental, je crois, l'année prochaine, en 2020. Alors l'œuvre dont parle Yann, évidemment, sera visible à Expérimenta 2020, février 2020. On l'espère accompagner d'autres modules qui sont en cours d'élaboration. Yann parlait de mapping. Alors, ça n'a pas un lien direct avec l'atelier Arts et Sciences, mais la technologie joue beaucoup. Pour se faire plaisir, j'ai un petit extrait de vos réalisations. C'était, je crois, en 2016. C'est étonnant. Ça, c'est une église que vous êtes capable de... La cathédrale Saint-Jean à Lyon, pendant la Fête des Lumières. Pendant la Fête des Lumières, de mettre en mouvement. On a l'impression qu'elle bouge. C'est l'intérêt du mapping, justement, c'est de jouer avec le réel. Et de le superposer à des images virtuelles et effectivement on crée l'illusion que le bâtiment bouge, se déforme. C'est vraiment l'intérêt et tout ce qu'il y a d'excitant dans un mapping. Vous développez vos propres logiciels, je crois. Tout à fait, oui. Oui, moi je développe mes outils et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'atelier Arts Sciences parce que j'ai un très fort intérêt depuis le début pour tout ce qui est très technologique. Je suis intéressé par... J'aime souvent dire que ce que je fais actuellement, j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 100 ans. J'ai vraiment envie d'être un artiste de son temps. Du moment, ça tombe bien et c'est très réussi. Il faudra peut-être imaginer du mapping sur une voiture de rallye en mouvement.
Voilà, un défi pour les scientifiques grenoblois qui participent à cet atelier pour les années à venir. On va terminer cette émission avec notre rubrique qui ne vient pas souvent, mais qui sera là ce soir, la photo finish. Quand on a le temps, on fait réagir nos invités sur une ou deux photos. On peut envoyer la première. Est-ce que ça vous parle? Normalement, ça peut parler à Johan, mais je ne sais pas si... Eh ben, ça doit être Noémie, non? Exactement, il l'a reconnu. Noémie Bonato, alors je ne sais pas du tout si c'est votre famille. C'est de la famille, mais on ne se connaît pas. C'est de la famille éloignée par nos grands-parents. Voilà. Noémie Bonato, ça ne vous parle peut-être pas, Yann, qui n'est pas de la région, mais c'est elle, Miss Isère 2017. On se ressemble vachement, non? Ah oui, il y a un air de famille. Peut-être la coupe, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tous les deux, vous êtes au sommet des palmarès. Noémie, qui est étudiante à Visil et qui avait remporté l'élection de Miss Isère il y a 2 ans. On connaîtra d'ailleurs la nouvelle Miss Isère pour l'année 2019 dans quelques jours. Ce sera le 9 février à Alvar. Allez, j'ai une dernière photo pour la route. Elle est encore pour Johan, celle-là, il va la reconnaître. Ça, c'est la voiture de nos débuts. C'est une bonne vieille 205 GTI. Vous la reconnaissez aussi, Yann, la 205 GTI. C'est ma première voiture, elle n'était pas GTI. Tout le monde l'a eu. Et pour la petite histoire, je crois qu'on vous l'a... Votre maman vous l'a offert pour votre anniversaire? Ouais, c'est à peu près ça. C'était notre première voiture de course, en tout cas. Et ça a été la voiture avec laquelle on a démarré. On a fait nos premiers pas avec Benjamin. Bon. J'ai démarré aussi avec cette voiture avec mon père avant d'avoir le permis en tant que copilote. Donc ça m'a permis de découvrir un peu le sport auto avant d'avoir le permis de conduire. Très bien, et ben voilà pour le petit clin d'œil à l'histoire de l'automobile. On fait un petit clin d'œil aussi à nos confrères de France Bleu Isère qui ont repris leur antenne après l'incendie de leurs locaux. On les accueillera sûrement prochainement dans cette émission. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. Merci d'être passé sur le plateau de Si on parlait. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.